Bonjour Romuald Leterrier, je suis ravie de nouveau de te recevoir aujourd'hui pour un autre sujet sur le chamanisme et notamment les plantes de vision. Alors merci Romuald d'accepter de nouveau notre invitation. Ben, merci Laetitia, c'est moi qui vous remercie. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir échanger sur ce sujet, sur ces connaissances-là, parce que c'est vrai que c'est toujours super de pouvoir partager tout simplement. Voilà, quoi. Alors Romuald, je vais te présenter au cas où certaines personnes ne te connaîtraient pas encore. Donc tu es ethnobotaniste, hein, un spécialiste de l'ethnobotanie, tu es conférencier, auteur de nombreux ouvrages sur le chamanisme amazonien, sur les plantes et puis aussi sur le futur, la rétrocausalité, puisqu'on en a parlé dernièrement. Alors, je voulais te demander aujourd'hui plus particulièrement sur le chamanisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement du chamanisme amazonien, puisque c'est ta spécialité? Alors, si tu veux, le chamanisme amazonien, il est un petit peu différent, on va dire, du chamanisme qu'on peut retrouver un petit peu partout dans le monde. En fait, on pourrait dire, pour être un petit peu synthétique, il y a deux chamanismes. Il y a un chamanisme qui est un chamanisme utilisant des plantes de vision, celui qu'on va retrouver notamment en Amazonie et qu'on retrouve quasiment dans toute l'Amérique du Sud et un petit peu aussi en Amérique du Nord. Et on a un chamanisme qui utilise plus les états modifiés de conscience par la transe, induite par la musique, notamment par le tambour, par exemple, en Sibérie. Et d'ailleurs, le mot chaman est un mot qui vient du Tsungus, c'est-à-dire d'une région vraiment et d'une ethnie sibérienne. Et puis, les anthropologues au XXe siècle ont popularisé un petit peu ce terme à tout tradit praticien, c'est-à-dire à tout médecine man de chaque tribu, que ce soit en Afrique, que ce soit en Australie, que ce soit en Amérique du Nord, ou même dans le Pacifique. Maintenant, on dit chaman, c'est un terme généraliste qui permet de comprendre qu'on a affaire à un personnage qui est un personnage emblématique de la société tribale, et puis surtout un personnage qui a une fonction d'intercesseur, d'intermédiaire entre le monde visible, profane, et le monde invisible, sacré. Voilà. Alors, les plantes de vision qui sont utilisées en Amazonie, parce que c'est mon domaine de prédilection. Moi, j'ai travaillé sur la région amazonienne et principalement en Amazonie péruvienne. Bien sûr, il y a cet emblématique breuvage de l'ayahuasca dont on parle beaucoup maintenant depuis une vingtaine d'années, qui est d'ailleurs devenu à la mode, mais je pense qu'on en reparlera plus à la fin de cette émission. C'est un breuvage qui est constitué de deux plantes et qui provoque des visions. J'insiste sur le terme de vision et pas hallucination, parce qu'hallucination, on pourrait se dire que ça déforme les perceptions, que ça altère la perception et même la conscience. Or, ces plantes font l'inverse, c'est-à-dire qu'elles créent des visions extrêmement fortes, extrêmement stables, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des choses de déformation, on est sur, comme dans du rêve éveillé, c'est-à-dire que vous avez la perception et même les yeux ouverts. Vous pouvez voir différents niveaux d'imbrication, de niveaux de réalité qui viennent s'imbriquer avec la réalité qu'on peut observer avec ses yeux. Euh, donc les chamans amazoniens disent que le monde des visions est d'ailleurs plus réel pour eux que le monde de la réalité ordinaire dans laquelle on vit en état de veille. Voilà. Et donc l'ayahuasca leur sert avant tout de médecine. C'est une médecine indienne qui leur permet de se nettoyer aussi bien physiquement que psychologiquement. On pourrait, pour prendre une métaphore, dire que l'ayahuasca, c'est une sorte de détox transpersonnel, c'est-à-dire qu'il y a un effet effectivement sur le corps somatique qui est très important, mais aussi une production de vision qui donne du sens et de l'information, ce qui permet de faire vraiment travailler le corps et la psyché dans une unité, en fait. Voilà. Alors justement, Romuald, quand on parle de plantes de vision, et notamment là on parle de l'ayahuasca, il y a deux mélanges en fait de plantes sacrées pour pouvoir accéder à cet état de transe, de connexion, de savoir. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il y a la plante maîtresse et il y a la plante psychoactive, c'est bien ça? Alors en fait, les deux hein, ont des principes psychoactifs. L'ayahuasca, c'est le nom de la liane, le Banisteriopsis capi pour son nom scientifique. Pour ceux qui seront férus de botanique, voilà, c'est une liane de la famille des Malpighiacées. Et cette liane contient un principe qu'on appelle l'armaline et qui est d'abord une substance qui est ressentie par le corps. Hein. Son impact est avant tout, à mon sens, somatique, donc au niveau du corps. Et il y a une autre plante
qui est un petit arbuste qu'on appelle la chacruna. La chacruna, donc Psychotria viridis de son nom latin. Et en fait, le mélange de ces deux plantes crée le breuvage visionnaire. La chacruna possède ce qu'on appelle la diméthyltryptamine, c'est-à-dire la fameuse DMT, cette molécule qui est censée produire justement les visions. En fin de compte, on s'est aperçu en ethnobotanique que c'est quand même la synthèse des deux qui provoque vraiment cette synergie visionnaire et que ce n'est pas un qui est plus important que l'autre, mais vraiment la combinaison des deux en fait. Oui, donc il y a l'association de la plante qui nous permet d'avoir les visions et l'association de l'ayahuasca qui est une purification, c'est bien ça qui permet… Ça, il y a un rôle de purge. En Amazonie, dans la région que moi j'ai travaillé, on l'appelle la purga, c'est-à-dire la purge. Et le chaman, d'ailleurs, lui, le bon chaman, il ne va pas trop s'intéresser à vos visions. Parce que nous, les Occidentaux, on est absolument fascinés par les images. Hein, mais ça, c'est culturel, c'est nous qui sommes câblés pour ça. On est fascinés par les images, par le cinéma, par les œuvres d'art. On est fascinés par l'image, mais pas ces peuplades. Eux, ce qui les intéresse, c'est le travail qui se passe dans le corps, c'est-à-dire le nettoyage que va créer le breuvage. C'est-à-dire cette idée que, quelque part, cette intelligence végétale rentre à l'intérieur de vous, a la capacité de scanner votre corps, de soigner là où il faut soigner et surtout d'évacuer des informations qui peuvent être négatives pour votre corps. Donc, il y a une idée d'un rééquilibrage, on va dire, du corps par… alors moi, je ne parle pas trop d'énergétique parce que la notion d'énergétique, maintenant, c'est un peu un fourre-tout dans plein de disciplines. Je parle plutôt d'une véritable médecine informationnelle où, quelque part, la purge, elle va agir à la fois physiquement, mais aussi sur des mémoires, sur des choses qui sont enquistées, on va dire, autant psychologiquement que somatiquement à travers le corps. D'accord. Alors, comment peut-on expliquer, comment tu peux nous expliquer, comment on peut croire, comprendre que ces plantes, ces végétaux ont une intelligence, leur propre intelligence avec leur spécificité et qu'elles puissent nous transmettre? Alors, ça, c'est toute la question. Quand on écoute les Indiens, quand on écoute les chamans, eux, ils vous disent, bah, de toute façon, l'intelligence, elle vient des plantes. C'est-à-dire qu'au départ, même, eux considèrent que les plantes sont les grands ancêtres de l'humanité. Ce qui est pas faux, hein, quand on comprend un petit peu comment s'est créée la biosphère. On sait par exemple que l'oxygène, toutes les conditions de la vie sur Terre ont été créées par les algues bleues qui étaient des plantes. Donc quand les Indiens vous disent dans leur mythologie, bah, au départ il y avait les plantes et ce sont les grands ancêtres, c'est pas faux déjà de penser ça. Mais eux disent surtout que quand ils prennent ces plantes de vision, c'est dans le monde des visions que les esprits des plantes se manifestent et vont leur donner des informations sur d'autres plantes, c'est-à-dire combiner telle plante avec telle plante pour faire tel breuvage, tel remède pour justement se soigner. On peut dire que toute la phytopharmacopée, on va dire, amazonienne, qui a un réservoir de savoir extraordinaire, qui est d'ailleurs aujourd'hui étudié par les ethnobotanistes, mais aussi il y a beaucoup de biopiraterie, il y a beaucoup de gens qui sont allés là-bas pour prendre justement ces remèdes pour essayer de les breveter à la façon occidentale et de faire de l'argent. Tout ce savoir, il s'est constitué dans le monde des visions. Et les chamans vous disent, ce sont les esprits des plantes qui nous ont donné ces informations. Donc moi, au début des années 2000, je me suis dit, c'est intéressant de peut-être émettre l'hypothèse que, déjà d'écouter les chamans, donc de leur faire confiance, et pas de les prendre de haut en se disant, c'est un savoir naïf, ce qui serait une sorte d'approche post-colonialiste. Moi, je me suis dit, il faut écouter ces gens, il faut leur faire confiance. Ce ne sont pas des enfants, ils n'ont pas une pensée naïve. Donc je me suis dit, OK, émettons que ces plantes puissent vraiment communiquer. Est-ce que biologiquement, ça serait possible? On sait par exemple que les plantes sont immobiles et qu'elles ont emprunté, par exemple, pour leur reproduction, la mobilité des animaux et notamment des insectes pour la pollinisation. Moi, j'ai émis l'hypothèse au début des années 2000 que peut-être les plantes ont la capacité d'emprunter notre cognition, c'est-à-dire notre réseau neuronal, notre mémoire, nos sentiments, nos souvenirs, pour créer quelque part une interface de dialogue. Lorsque j'ai commencé à étudier ça, je me suis rendu compte très vite en expérimentant moi-même l'ayahuasca qu'effectivement, l'esprit de la plante va souvent prendre une forme qui vous est très adaptée à vous, très personnelle. Donc, vraisemblablement, quand on prend le breuvage, ces molécules actives, une sorte de psyché qui est potentielle, diffuse, va en fait rentrer dans votre système cognitif, va aller chercher des informations sur votre passé, sur des informations mémorielles, sur vos sentiments, vos souvenirs, pour créer, on va dire, la meilleure interface de dialogue pour chaque personne. Alors, après, cette expérience est toujours un peu difficile parce qu'au départ, cet esprit de la plante va quand même tester un petit peu vos niveaux d'angoisse, vos niveaux de peur, votre ego aussi. Oui, c'est ce que j'allais voilà. dire. Et donc, au départ de l'expérience, on est souvent confronté avec la sensation qu'on va mourir. Donc, plus on a peur
et plus ça génère des visions négatives, plus l'angoisse va générer à nouveau des visions de plus en plus fortes qui font peur, et donc on a encore plus peur et on ne lâche pas prise, et on est dans une boucle un petit peu de feedback négatif comme ça, et à partir du moment où on lâche vraiment prise, on dit ok, c'est bon, qu'il se passe ce qui se passe, c'est pas grave. À ce moment-là, effectivement, les visions deviennent beaucoup plus lumineuses, ça se stabilise, et c'est un petit peu comme si vous sortiez du brouillard en voiture pour voir un extraordinaire paysage visionnaire dans lequel vous commencez à avoir des échanges avec justement ces esprits des plantes, avec ces entités informationnelles qui sont capables de vous dire des choses très concrètes, hein, sur votre vie, sur la façon dont ce que vous voudriez faire, vous soigner ou autre, ou surtout aussi changer votre regard sur le monde. Voilà, ça c'est très important. Oui, c'est très important parce que justement, tu disais ça purifie. Donc, ça fait ressortir peut-être nos côtés sombres avant de pouvoir nous amener un enseignement. Il y a quand même Oui, une phase qui n'est pas négligeable, pas à prendre à la légère en fait. mais il y a ce côté un peu détox, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous êtes chargé de toxines, bah, quand cet esprit arrive à l'intérieur de vous, il y a un effet de résistance aussi. Si vous avez pris, par exemple, des drogues, des choses, vous avez fait des choses pas très cool dans votre vie, des choses pas très propres, l'ayahuasca va vous remontrer ça. Elle va vous y confronter. C'est votre ombre. On a tous une ombre. Elle va vous montrer votre ombre pour justement la dépasser, l'intégrer et ainsi accéder à un autre niveau. Alors des fois, c'est un peu violent, justement, cette prise de conscience de l'ombre. On n'est pas sur un processus psychanalytique où on va aller doucement. Avec l'ayahuasca, c'est comme dans Matrix, vous prenez l'interface et crac, voilà, on vous connecte vraiment à cette réalité, à cette information qui peut des fois être un peu brutale, ce qui fait qu'il y a des gens qui vivent mal cette expérience parce que quelque part, ben, ça remue énormément, quoi. Les gens qui ont eu des traumatismes d'enfance ou autre, ben, ça remue, ça ramène à la mémoire. Et les gens qui n'y sont pas préparés, ben, ça peut être difficile. Parce que le chaman, lui, il a sa vision des choses qui est comme une vision indienne et il n'est pas forcément apte à vous soigner par rapport effectivement à des traumatismes, à des choses, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'effet somatique. Parce qu'il dit que de toute façon, les traumas sont dans le corps et ça, c'est juste, hein. Aujourd'hui, on le sait, ça, aujourd'hui en psychologie du traumatisme. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est que l'ayahuasca fasse son travail dans le corps, purifie, amène justement à expurger sous forme de vomissement ou sous forme de diarrhée ou de sudation, effectivement, à faire repartir tous ces traumas qui sont enquistés à l'intérieur du corps. Donc, c'est ce qui sous-entend qu'il faut peut-être se purifier, faire une diète. Enfin, il y a des protocoles particuliers à suivre. On ne prend pas de Oui. l'ayahuasca ou d'autres plantes comme ça en se disant, bon, je vais être purifié, on va me faire voir ce qui ne va pas chez moi, faire ressortir les ombres, et puis après, on n'en parle plus. Non, le travail de diète est très important. Normalement, on ne peut pas descendre de l'avion comme ça et puis le soir même aller prendre l'ayahuasca. Si ça se passe comme ça, vous êtes forcément pas chez des bons chamans. Le vrai chaman, il va vous faire un travail de nettoyage. Il y a des plantes de purification qui permettent déjà le régime de la diète en lui-même, c'est-à-dire de vous purifier, c'est-à-dire à un moment d'arrêter de manger du sucre, de prendre du sel, de manger de la viande, des graisses. Donc, vous allez manger en gros des bananes bouillies, du poisson bouilli, des bananes plantains, des choses comme ça, un peu de riz, des choses très simples. Et surtout, ce qui est intéressant dans la diète, c'est qu'avant aussi, on va, et même après, on peut vous faire diéter un végétal particulier, c'est-à-dire on peut vous faire diéter une espèce d'arbre, on peut vous faire diéter une espèce de plante qui va devenir votre plante maîtresse à vous, c'est-à-dire une plante avec laquelle vous allez avoir des échanges. Alors là, il n'y a pas besoin de prendre des plantes de vision. D'ailleurs, ce ne sont pas des plantes hallucinogènes pour le coup, hein. Ce sont des plantes plutôt onirogènes. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ces plantes, quand vous les ingérez, vous allez avoir l'intention, poser l'intention d'entrer en communication avec ces plantes. Et par ce fait, va se constituer une relation qui souvent s'exprime par les rêves. Dans le domaine onirique, vous allez voir des personnifications de ces esprits des plantes qui vont venir prendre contact avec vous, avoir un échange et petit à petit construire, on va dire, une relation, construire des espaces aussi de relations oniriques qui deviennent de plus en plus conscients et jusqu'à produire, même chez certains chamans qui disent pendant très longtemps, des apparitions dans la réalité de ces esprits, des apparitions 3D, physiques. C'est-à-dire qu'au détour de la forêt, ceux qui diètent pendant des fois 3-4 ans en s'isolant dans la forêt finissent par voir cette forêt se peupler d'entités avec lesquelles ils peuvent avoir des vraies conversations physiques, avoir des vrais échanges qui ne passent plus par le monde visionnaire. Donc une sorte de porosité qui est très intéressante entre le monde du rêve et l'état de veille. D'ailleurs, pour les chamans, eux, ils disent qu'il y a un état une circulation entre le monde des rêves, le monde des visions et le monde
objectif de veille dans lequel on vit. Il y a une circularité d'informations. C'est pensé comme un Ouroboros, donc comme une boucle causale en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est ce qui m'a ensuite amené à la rétrocausalité aussi. Et de comprendre qu'en fait, les états de conscience pour eux ne séparent pas en fait les mondes, mais plutôt les réunissent. Voilà. Est-ce que c'est le chaman qui va décider de quel type de plante on a besoin pour notre diète avant peut-être de prendre une plante maîtresse visionnaire? Oui, ça c'est vraiment le rôle du chaman lorsqu'il a cette conversation avec vous, cet échange qui se passe à plusieurs niveaux, hein, bien sûr, puisque le chaman a une connaissance intuitive et un ressenti intuitif. Donc, quelque part, quand il va discuter avec vous, il va discuter avec vous, mais à plusieurs niveaux d'existence de vous-même. Et donc, il est capable de savoir quelle plante sera effectivement la mieux adaptée par rapport soit votre problématique votre désir aussi d'apprendre aussi. Le chaman a un rôle très important. Il n'y a pas que les plantes de vision. Hein, bien sûr, il y a dans le monde des visions, euh, le monde des visions, c'est comme un vaisseau, sauf que le pilote, ça reste le chaman. Le chaman qui pilote le monde visionnaire par ses chants, par les chants Icaros, par des fréquences sonores, par le sens des chants aussi, qui est très important, qui vient modeler un petit peu cette réalité, qui vient la diriger. Et, euh, et c'est fabuleux de voir aussi comment on est vraiment sur quelque part une technique qui est basée complètement sur l'information. Moi, je me rappelle d'une discussion avec un chaman où j'étais chez lui et il me dit, lui, c'est un spécialiste de la marossa. La marossa, c'est une plante médicinale amazonienne. Il me dit, j'ai plus de marossa, mais c'est pas grave. Je peux chanter le chant de la marossa sur le patient, ça aura le même effet. Et je me suis dit, mais comment c'est possible un truc pareil? Alors en fait, il m'expliquait que pour eux, la plante, physiquement, c'est-à-dire en termes de substance physico-chimique, est identique au chant qu'on peut recevoir d'elle-même dans le monde des visions. C'est-à-dire que la plante, dans le monde des visions, va donner son chant, qui s'appelle l'Icaros de la Marossa, par exemple, et ce chant a la même fonction curative que le breuvage qu'on pourrait, ou le remède qu'on pourrait réaliser avec la Marossa physiquement. Ça veut dire que pour eux, en fait, on est vraiment sur quelque chose d'informationnel. Et même s'il est à distance et qu'il chante, peut-être même par le biais d'Internet, le chant de la Marossa sur quelqu'un, pour le chaman, ce chant va entrer en la personne et va pouvoir avoir la même action curative. Alors ça, c'est complètement fou parce qu'aujourd'hui, on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, notamment avec les travaux sur la mémoire de l'eau, les travaux sur le lien entre des états justement de l'eau différents qui nous permettent aujourd'hui de comprendre que l'eau est corrélative au vide quantique et quelque part que quand on chante un chant, on capte l'énergie. Hein, on sait par exemple avec les travaux de Joel Sternheimer que ces chants Icaros seraient comme des signatures biomusicales des plantes et que quand effectivement on va rechanter ce chant, on est capable de créer dans le corps ce que la plante physiquement ferait si on la gérait. Donc ça, c'est assez extraordinaire parce qu'en plus, on pense qu'il y a une vraie signature biomusicale, une transmission, on va dire, du naturel au culturel dans les chants Icaros qu'utilisent les chamans pour soigner ou même pour piloter le monde des visions. Alors c'est assez révolutionnaire parce que c'est vrai que ça échappe complètement au paradigme de la médecine occidentale. Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, on m'a demandé de faire le chapitre sur l'ayahuasca d'Olivier Chambon, la révolution psychédélique. Moi, à la fin du chapitre, j'ai dit que ça serait très difficile à la médecine occidentale d'assimiler en fait une médecine comme celle de l'ayahuasca parce qu'il faudrait complètement changer de paradigme. Il faudrait accepter que les plantes sont intelligentes, il faudrait accepter que ce qu'on appelle des esprits, c'est une autre forme de cognition, peut-être une psyché soluble ou autre chez les végétaux. Enfin, des choses qui sont du domaine de la science-fiction hein, pour la science moderne, encore aujourd'hui, même si la botanique a beaucoup évolué, hein, puisqu'en 20 ans, on parle aujourd'hui de cognition végétale, ce qui était de la pure science-fiction il y a une vingtaine d'années. On sait que les plantes sont capables d'altruisme, elles sont capables de tout un ensemble de choses qui sont du domaine de la cognition animale et voire peut-être même humaine. Donc, pour intégrer ça à la médecine occidentale, il faudra effectivement des dizaines et des dizaines d'années, d'autant plus qu'on a aujourd'hui un phénomène de mode aussi qui s'est mis en place d'utilisation de l'ayahuasca, pas à des fins récréationnelles, on ne peut pas vraiment dire ça, mais malgré tout, il y a un vrai tourisme, un vrai engouement qui s'est créé autour de ça, qui fait qu'il y a pas mal de pays qui ont légiféré, et donc, et je pense d'ailleurs qui ont eu raison hein, de faire ça, parce que sinon, je pense que ça aurait été un peu n'importe quoi, mais donc, du coup, on est loin d'une intégration des deux médecines occidentales et médecine amazonienne, ça me paraît évident.
Oui, alors justement, c'était la question que je voulais te poser, Romuald. Est-ce qu'on peut, parce qu'il y a un engouement, hein, ça depuis plusieurs années, l'envie voilà, de pratiquer ces rituels sacrés pour apprendre, pour comprendre, pour expérimenter. Est-ce qu'on peut le vivre en France dans un cadre réglementé? Quel type d'accompagnement on peut avoir pour que ce soit sacré, hein, qu'on respecte le sacré des rituels chamaniques, hein, puisqu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Est-ce que c'est possible en France? Non, clairement non. La juridiction, depuis 2005, a classé l'ayahuasca dans la liste des stupéfiants. Et donc, il est interdit de pratiquer en France. Donc, pour un chaman qui viendra en France pratiquer, c'est interdit. Et c'est interdit aussi pour l'expérienceur qui voudrait, hein, faire cette expérience. Il y a d'ailleurs plusieurs pays d'Europe qui ont légiféré. Au début, c'était autorisé, mais ils ont légiféré justement parce qu'il y avait quand même quelques petits soucis. Il faut quand même le dire. Donc moi, je reste sur une approche assez puriste, entre guillemets, c'est-à-dire d'aller rencontrer les chamans sur le terrain, hein, et aussi de trouver sur le terrain des bons chamans, parce que le tourisme néo-chamanique a aussi engendré, on va dire, Des par la dérives. manne financière que ça a apporté, des faux chamans, voilà, des guerres aussi entre chamans pour essayer de récupérer plus de clients que d'autres. Donc, donc aujourd'hui, c'est un peu difficile. Il faut vraiment avoir des gens de confiance là-bas, plutôt des gens qui ont un certain âge, des gens qui ont une vraie pratique de cette médecine depuis des années, ou alors certaines personnes qui ont irrité de plusieurs générations de chamans leur connaissance et leur pouvoir. Et à ce moment-là, effectivement, je pense que c'est possible. Mais il faut quand même toujours garder à l'esprit que ce n'est pas non plus la panacée miracle. On ne peut pas tout soigner avec l'ayahuasca. Voilà, hein, moi, il était un moment de dire que peut-être que l'ayahuasca soignait le cancer. Aujourd'hui, on ne sait pas. Hein, celui qui vous dit, ah ben moi, je peux vous soigner de cette maladie avec l'ayahuasca, méfiez-vous, quoi. Voilà, je pense qu'il faut user de prudence. Voilà. C'est tellement grave tout ça qu'on ne peut pas à un moment, euh, on ne peut pas à un moment vendre des miracles aux gens, quoi. Je veux dire, il faut être conscient de tout ça, et même psychologiquement, quand on va en Amazonie, qu'on va prendre ces plantes, il faut être conscient que c'est une expérience qui peut être difficile, qui n'est pas forcément pour tout le monde non plus, hein, et il faut faire usage aussi de son bon sens. L'Amazonie, c'est aussi le Far West. Encore plus aujourd'hui peut-être, hein, entre les trafics de bois, il y a des régions, c'est quand même extrêmement dangereux de s'y rendre. Donc, je ne veux pas noircir le tableau, mais juste que les gens soient conscients que voilà, une chose très importante aussi. Moi, je suis contre le mythe du bon sauvage de Rousseau. C'est-à-dire qu'à un moment, les humains sont partout les mêmes. Et il y a des gens bien partout sur cette planète, et il y a des gens mauvais partout sur cette planète. Voilà. Et dans toutes les ethnies, dans toutes les cultures. Donc, il faut vraiment user de discernement, de bon sens, et faire les choses, voilà, avec raison aussi. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des personnes qui souhaiteraient aller en Amazonie, se faire accompagner de façon Moi, sérieuse? je donne pas de conseils. En général, j'en donne plus. D'ailleurs, j'en ai jamais donné beaucoup. Euh, Moi, je suis allé là-bas en tant qu'ethnobotaniste, pas d'ailleurs pour prendre l'ayahuasca au début, parce que je voulais pas la prendre, mais j'étais obligé parce que sinon, j'aurais jamais compris leur pharmacopée. Ça, c'est clair. Je ne dis pas non plus que ce n'est qu'une science forcément euh, indigène, c'est-à-dire indienne. Il y a des Occidentaux qui se sont formés auprès de grands chamans à cette médecine qui sont des très très bons chamans, et je les appelle chamans parce qu'ils méritent ce titre, cette appellation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Donc, j'en appelle encore au bon sens. Donc, mais c'est vrai que je ne conseillerais pas. Je ne conseillerais, j'ai pas d'adresse, j'ai pas de carnet de chaman ou dire allez prendre telle plante, telle plante, telle plante. C'est pas ma fonction. Moi, je suis un chercheur, un ethnobotaniste qui a essayé de comprendre les liens entre cette médecine, cette vision du monde, cette vision des végétaux, et de voir quelles étaient les passerelles avec justement ce qu'on découvre nous aujourd'hui en botanique contemporaine, avec les savoirs des sciences aussi, que ce soit dans le domaine de la physique, de la biophysique, de la biologie moléculaire, de voir comment on pouvait faire des passerelles qui seront au final profitables pour tout le monde. Pas uniquement pour les Occidentaux, pas uniquement pour les Indiens. Essayer qu'à un moment, ça soit juste équilibré et en harmonie, quoi. Alors, est-ce que tu penses, Romuald, qu'au niveau de la science, de l'évolution de la science, justement sur les plantes, il peut y avoir des avancées sur les bienfaits et sur un cadre réglementaire ou qui pourrait être réglementé pour accéder en fait à la science, à la science des plantes, à la conscience, à leur intelligence Moi, et, je pense.
pouvoir dire éventuellement qu'elle pourrait guérir certaines pathologies ou nous aider à avancer, à comprendre? Il y a des choses qui sont importantes à comprendre, c'est notre lien entre les intentions et les plantes. Notre intention et les plantes. C'est quelque chose sur lequel on commence à travailler sérieusement hein, en botanique. C'est quelque chose qui était encore un peu de la science-fiction il y a quelques années. Mais maintenant, on se dit que notre intention permet déjà une première interaction avec les végétaux. Si on arrivait effectivement d'ici quelques années à prouver une intelligence des plantes, une intelligence qui serait capable d'emprunter notre cognition et donc de dialoguer sémantiquement avec nous par le biais de notre cerveau, en nous donnant des visions qui ont du sens, en nous parlant même des fois dans notre tête, parce que des fois, l'ayahuasca, elle nous parle hein, dans le monde des visions. Donc, ça serait extraordinaire parce que quelque part, première chose que ça ferait, ça serait de nous faire dégringoler du haut de la pyramide évolutive. C'est-à-dire, là, on se pense être encore dans l'anthropomorphisme, être le somnum de l'évolution, la créature la plus évoluée, la plus consciente, la plus extraordinaire de cette planète. Et moi, j'aimerais en fait que quelque part, nous dégringolions de cette pyramide. Pourquoi ? Pas parce que ça m'amuserait, mais tout simplement parce que ça permettrait d'avoir non pas un système pyramidal, mais un système en boucle, c'est-à-dire un système où quelque part de coopération, de nouvelles symbioses pourraient être effectuées avec le règne végétal, et on a beaucoup à apprendre. Dans le monde des visions, par exemple, les esprits des plantes nous montrent que ce sont des esprits collectifs. Donc, toutes les plantes sont interreliées entre elles, communiquent, échangent des informations. C'est comme une sorte de cloud informationnel. On peut voir ça aussi, les comparer aux archives akashiques, par exemple, dans d'autres traditions. Mais il y a cette idée d'une énorme banque d'informations auxquelles on peut aller chercher de l'information, chercher des connaissances. Et c'est un réservoir de savoir, en fait. C'est comme ça qu'il faudrait penser la conscience des végétaux. Et c'est vertigineux parce qu'il y a aussi une action sur la matière végétale par rapport à notre intention. Je vous donne un autre exemple. Alors là, ce n'est pas en Amazonie, c'est en Nouvelle-Guinée, donc dans le Pacifique. Il y a une ethnie qu'on appelle les Abelam, dans la région du Sepik, en Nouvelle-Guinée, qui cultivent de l'igname. Et eux, leur religion est basée sur la culture de l'igname. Alors l'igname, c'est un tubercule qui fait à peu près une cinquantaine, soixantaine de centimètres. Vous en avez peut-être déjà vu au rayon des fruits et légumes exotiques dans votre supermarché. Sauf que là-bas, il y a des maîtres de l'igname qui sont des hommes. Alors, symboliquement ou synchronistiquement, c'est assez délirant parce que la gestation de ces ignames, c'est 9 mois. Donc, le même timing que la naissance d'un enfant. Donc, à partir du moment où on va planter justement la plante pour avoir l'igname, ce maître de l'igname, pendant 9 mois, lui, il va penser qu'à son igname. Il va manger igname, il va rêver igname, il va penser tout le temps, toute la journée à son igname. Il touche même plus sa femme parce qu'il est dans une sorte de diète où il n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Il doit s'isoler et ne penser qu'à son igname. Ce qui est dingue, c'est que ce peuple, ces maîtres de l'igname, arrivent à sortir des ignames dont les plus grandes faisaient 4 mètres de long. Oui, c'est impressionnant. Ça défie absolument toutes les lois de l'agronomie. Il y a plein d'ingénieurs agronomes qui sont penchés là-dessus, ils disent on ne comprend rien. On ne sait pas ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que l'intention de vouloir avoir la plus grosse igname, parce que quand vous avez la plus grosse igname, au moment où on déterre ces ignames, c'est très symbolique, hein, on déterre ces ignames, on les part comme si c'était des ancêtres, parce que c'est conçu en plus de leur culture comme une résurrection d'un ancêtre, par le biais de cet igname, donc on les décore, on leur met des masques, j'en ai ici, mais je ne peux pas vous les montrer, il faudrait que je me lève, mais, et du coup, l'igname devient anthropomorphe, mais ce qui est dingue, c'est qu'on comprend en fait que pendant 9 mois, le maître de l'igname a l'intention d'avoir une très grosse igname, d'avoir un très très gros bébé igname, et donc ça agit vraisemblablement sur le tubercule qui est sous terre, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sous terre, donc ce n'est pas observable. Et là, ça rejoint mes travaux sur la rétrocausalité, c'est-à-dire que c'est un peu comme le chat de Schrödinger, tant qu'il n'est pas observé, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. Et bien là, on va dire que c'est les ignames de Schrödinger, tant qu'on n'a pas déterré l'igname, on ne sait pas quelle taille elle a. Mais quand on constate qu'elle est très très grosse, on se dit qu'on a bien fait son job, et donc ça agit sur les conditions de la formation de l'igname du futur vers le passé. Voilà. C'est ce que j'essaie de mettre en évidence dans mes travaux d'influence du futur au niveau des plantes horticoles. Voilà. Donc, c'était pour dire que voilà, les enjeux sont incroyables parce que si on arrive à ne pas rater cette approche de la cognition végétale et surtout de son interaction avec notre cognition à nous, ça peut être une révolution sans précédent pour l'humanité, je pense. D'autant plus on peut dire qu'avec la phytothérapie ou les fleurs de bac, je pense notamment, il y a déjà quelque part cette intention d'y mettre la conscience de la plante, hein, du végétal ou de la fleur pour
pour que ces Oui, substances elles puissent s'activer quand nous, on les prend en breuvage, en goutte, en infusion. exactement, c'est une très bonne question. Et ça va d'ailleurs me faire rebondir sur justement qu'est-ce qu'un esprit des plantes pour les chamans. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans la jungle et des Américains étaient passés faire de la biopiraterie, donc c'était des ethnobotanistes aussi, hein, eux aussi, et ils avaient piqué des remèdes à un chaman, et donc on était allé voir ce chaman avec mon ami chaman. Et le chaman, il n'était pas plus perturbé que ça, il dit, ouais, oh, de toute façon, c'est pas grave, ils ont pris les plantes, mais ils en feront rien. Moi, je lui dis, bah non, ils en feront pas rien, arrête, ils vont prendre ça, ils vont aller dans un laboratoire, et il connaissait un peu le papy, comment ça marchait, il me dit, mais non, il me dit, je sais votre truc, comment ça marche. Vous prenez les plantes et puis vous faites un truc qui s'appelle la synthèse, je crois. Mais quand vous faites ça, vous faites des clones sans âme de l'esprit des plantes. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Il dit, en fait, quand vous faites ça, quand vous prenez une plante, que vous synthétisez la molécule, que vous découvrez, donc faites une sorte de schéma, vous cartographiez, vous avez isolé la molécule, vous balancez la plante, ça ne vous intéresse plus puisque la plante ne pourrait pas la produire. Par contre, vous allez essayer en laboratoire de reconstituer la même molécule. Mais dit, c'est des clones sans âme, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a plein de remèdes qui nous ont été piqués, qui ne fonctionnent pas dans vos laboratoires de pharmacopée, parce qu'en fait, vous avez tout simplement jeté l'esprit de la plante à la poubelle. Et donc, moi, ça m'a émerveillé parce que je me suis dit, mais en fait, voilà, ils ont tout compris. C'est-à-dire que si ça ne passe pas par une transmission biomusicale, informationnelle, par le chant, ou si on n'a pas la vraie plante, si on essaye juste d'en extraire la structure moléculaire, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, quelque part, la phytopharmacopée moderne occidentale, elle est passée à côté de la phytothérapie des Indiens. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, il faut laisser la nature faire les choses, en fait, puisque c'est la nature qui transmet, qui permet cette genèse, cette création. Il faut Et laisser puis, faire la nature, mais je dirais plus autre chose. Il faut interagir en conscience avec cette nature. C'est-à-dire la considérer comme son égale et se dire qu'on peut s'adresser à une plante. Moi, j'ai été voir les chamans cueillir les plantes. Ils soufflent du tabac, ils signalent leur présence. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, je pense que les plantes ont une sorte de psyché gazeuse autour d'elles faite d'un gaz qui s'appelle l'éthylène. Et donc, quand un chaman souffle du tabac dans ce gaz, ben, quelque part, il peut communiquer avec cet élément gazeux, puisque la fumée du tabac, c'est un gaz aussi. Donc, il y a un mélange, les deux substances se mélangent, le chaman donc, signale sa présence. Ensuite, rythmiquement, il va faire ce qu'on appelle les petites sopladas de tabac, donc il va mettre une structure mathématique. On sait que les mathématiques, on pense que c'est le mode qu'on utiliserait de communication avec des extraterrestres. Ben, les chamans le font avec les plantes. Et puis après, il y a un état de méditation, c'est-à-dire que le chaman se met dans un état de conscience léger, méditatif, où il va poser son intention vis-à-vis de la plante. Après seulement, il cueille, ensuite il ingère, et ensuite il a ses réponses dans les rêves. donc, il faut être conscient de cette réalité. Les plantes existent, elles sont vivantes, elles sont conscientes, Oui. elles ont leur forme d'intelligence, hein, Oui. et il faut les respecter, en fait, pour pouvoir accueillir toute leur essence. C'est le maître mot. Je pense que voilà, il faut un respect. Il faut un respect. Moi, quand je vois, même dans mes terres, ici dans les Ardennes, qu'on coupe des fois des forêts entières. Alors on nous dit oui, mais c'est pas grave parce qu'on va replanter et puis c'est pour faire des planches, des machins, des trucs. Mais je suis OK qu'il y ait une filière bois, mais pensez qu'au départ, vous avez affaire à des êtres vivants, première chose, et certainement intelligibles. Donc c'est tout un modèle voilà, c'est tout un modèle à revoir complètement. Le film Avatar de Cameron avait d'ailleurs très bien mis ça en avant d'une façon magistrale. Il faut revoir notre connexion à la nature, au monde des plantes, dans le respect, l'humilité, demander à une plante et pas imposer non plus dans ses intentions, mais être dans la demande, dans l'accueil. Un chaman disait, quand vous faites la diète, c'est comme si vous aviez des invités. Donc pourquoi vous nettoyez votre corps? Parce que votre corps, c'est comme une maison. Et quand vous allez inviter des gens, vous ne les invitez pas dans du bordel, vous les invitez dans une maison qui est rangée. Dit ensuite, quand vous avez des invités, vous êtes disponible pour eux. Vous n'êtes pas en train de me tenir, asseyez-vous, puis moi j'ai des choses à faire, je vais aller regarder la télévision, ou je vais faire ma vaisselle. Il disait, quand vous êtes disponible, la disponibilité dans la diète, c'est quand vous êtes un petit peu dans l'isolement, vous vous retirez du monde. Vous êtes là, vous êtes présent à ce rapport à la plante. Vous allez prendre du temps pour faire des siestes, pour justement provoquer une activité onirique un petit peu plus importante et différente que celle que vous pourriez avoir. On vit dans une société qui tue les rêves, puisque le matin, quand le truc il sonne,
Si vous avez fait des beaux rêves, vous étiez dans des beaux rêves, un quart d'heure après, vous avez tout oublié. C'est ça. Chez ces peuples, on apprend à faire des siestes, on apprend à se réveiller des fois la nuit, à prendre du temps, à être méditatif, à incorporer, à ingérer ses rêves, à en faire quelque part des trésors dans le corps autant que dans l'esprit. C'est une reconnexion au soi profond, en fait, à notre âme, comme les plantes se reconnectent à leur âme. Je ne sais pas si on peut dire qu'elles ont une âme, mais enfin, cet esprit, en fait, puisque l'âme, c'est un esprit, on pourrait dire, voilà, se reconnecter à son âme, son esprit. Moi, je pense que oui. Pour moi, il y a une âme du monde. Et quelque part, on en est tous des petites étincelles de cette âme du monde. Donc les plantes, comme nous, comme les animaux, où s'arrête la frontière entre l'animé et l'inanimé, entre le vivant, le non-vivant, entre le conscient et le non-conscient. Tout ça, c'est des frontières aujourd'hui qui sont encore plus floues qu'avant. Dans le temps, on pensait avoir des certitudes, tout ça a été balayé. Et plus on cherche, et plus on se rend compte que les frontières Rien, on ne sait pas n'existent grand-chose. pas, en fait. Ouais, il y a des porosités dans tous les sens. Voilà. Oui, alors Romuald, donc on vient de balayer un petit peu le chamanisme amazonien avec notamment les plantes de vision, mais on sait aussi qu'il y a d'autres chamanismes hein, sur la planète, aussi bien en Asie qu'en Sibérie, par exemple. On utilise les sons aussi, notamment. Donc on peut accéder en fait à des trans, à des expériences avec les esprits à travers aussi d'autres méthodes, avec d'autres rituels. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur le sujet? Bien sûr, il y a différentes techniques. Il y a plein de techniques qui sont liées à différentes cultures pour accéder à ce qui me semble être un monde visionnaire unitaire. Moi, j'ai un ami qui était en Amazonie longtemps. Et puis un jour, on lui a dit non, toi maintenant, tu vas aller étudier au Népal, chez les Tamangs. Et les Tamangs, ce n'est pas du tout l'ayahuasca. Les Tamangs, c'est des cérémonies de plusieurs jours, plusieurs nuits au tambour. Et lui, bah, il disait ouais, bof, bah, c'est tout, ouais, allons-y. Donc voilà, il est allé étudier. Il s'est rendu compte qu'en fait, dès qu'il rentrait en état de conscience modifié, il retournait par le biais du tambour des Tamangs dans l'univers des visions de l'ayahuasca, sans avoir pris d'ayahuasca. Ça veut dire que vraisemblablement, les maîtres soufis, tous les chamans du monde entier qui ont leurs propres outils, on va dire, pour créer des états de conscience modifiés, accèdent en fait à une sorte de réalité visionnaire unitaire où chaque culture crée un accès différent, en fait. C'est-à-dire que chez les Sioux, ça peut être d'autres traditions, ça peut être d'autres outils, ça peut être la musique, bien sûr, et le tambour sur toute la région arctique asiatique, c'est-à-dire de la Mongolie jusqu'à la Sibérie. C'est aussi les plantes de vision en Afrique, puisqu'on a l'iboga au Gabon et au Cameroun. Donc, en fait, toutes ces pratiques sont des voies d'accès différentes pour moi à une réalité visionnaire unitaire qui est la même pour tout le monde. Voilà, qui est quelque part peut-être cette âme du monde dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des techniques qui sont difficiles à mettre en place. Moi, je suis en train de travailler là sur des méditations particulières qui m'ont été inspirées d'ailleurs de mes expériences avec l'ayahuasca. J'en ai repris les architectures et quelque part, j'ai créé des méditations qui permettent d'entrer par l'imagination active dans des architectures qui sont normalement celles des mondes de vision de l'ayahuasca sans prendre d'ayahuasca. Et c'est super intéressant parce que les gens ont justement cette expérience quand même de percevoir ces différents niveaux de réalité, ces mondes visionnaires. Et les chamans, moi, m'ont enseigné un truc, c'est qu'on a une sorte de web cosmique à l'intérieur de notre corps et que le point de départ, c'est notre corps. Et que quand on est dans cette introspection, même un état léger de méditation, on a cette capacité d'accéder à ce web cosmique, c'est-à-dire cet Internet du cosmos, cet Internet de l'univers qui relie tous les êtres vivants, mais aussi les êtres vivants sur d'autres planètes. Voilà, c'est ce que disaient en fait plusieurs chamans avec qui j'ai travaillé. Oui, donc pour conclure, j'aime bien l'expression que tu as employée, c'est nous permettre d'accéder à une réalité unitaire, en fait. Oui. Le fait que nous soyons une unité tous ensemble, en fait, nous ne faisons qu'un. C'est ça. Pour moi, il y a cette idée d'un arrière-monde unitaire quelque part qui est caché hein, bien souvent à l'état de veille, mais qui devient beaucoup plus poreux, beaucoup plus accessible, comme si on enlevait des voiles, comme ça au fur et à mesure qu'on entre dans des états modifiés de conscience et qu'on a la capacité à se défocaliser un petit peu de ce monde objectif, trop objectif. Ouais.
Oui, trop objectif. Et puis, l'objectif final, c'est une meilleure conscience, une humilité aussi plus développée, moins d'ego, hein. Alors, c'est toute la question de tout le travail spirituel. Mm. Moins d'ego, oui, je l'espère, parce que l'ego spirituel est quelque chose de très fort aussi, hein, et de très important qu'on retrouve quand même chez pas mal de personnes. Oui. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne dans ce rapport au chamanisme, à la nature, c'est vraiment non seulement une reconnexion à soi-même à travers l'autre, mais surtout nos capacités, c'est-à-dire de prendre conscience de ce qu'on a à l'intérieur de nous, hein. C'est ce qu'on est capable, qu'on a tous en tant qu'héritage biologique de ce qu'on est en tant qu'être vivant, héritier d'une longue tradition évolutive, hein, notamment humaine, mais au-delà de l'humain, de tout ce phylum génétique qui remonte jusqu'à l'origine de la vie sur cette planète et peut-être même encore plus loin. On est héritier de tout ça dans notre corps. Et donc, on est câblé ou pré-câblé pour faire des choses assez extraordinaires. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser à tout cela de façon très, très humble, hein, Très c'est important, humble. et surtout avec beaucoup de simplicité. Et surtout, le maître mot que j'ai pu pratiquer avec les chamans, avec beaucoup d'humour. Parce que Mm. les esprits ont beaucoup d'humour et le monde des visions est un monde des fois qui a beaucoup d'humour. Voilà. Donc, humour, simplicité et humilité. Voilà. Et humilité. C'est pas mal. Merci beaucoup, Romuald, Merci à vous. pour toutes ces informations. Merci d'avoir accepté cette belle interview. Et puis, au plaisir de te revoir sur d'autres sujets parce que c'est passionnant, on pourra en parler pendant des heures. Avec grand Donc, plaisir. merci beaucoup, Romuald. À bientôt. Merci Laetitia, à bientôt.